Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono, émission durant laquelle on va essentiellement parler de triathlon avec notre invité Gladys Lemousseux. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Paratriathlète, on le rappelle, médaillée de bronze aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, multiple championne de France, vice-championne du monde 2016, vice-championne d'Europe 2017. En préparation bien sûr pour les prochains Jeux paralympiques à Tokyo au mois d'août. Et on va revenir sur la dernière compétition en date, c'était il y a 15 jours à peu près, hein, mi-mai, du côté de Yokohama au Japon. Première compétition depuis longtemps qui s'est conclue par une victoire. Alors, on va dire que les meilleures mondiales, on va dire les 3-4 premières mondiales n'étaient pas présentes, mais tout de même, une belle performance, ça fait toujours du bien de gagner une course, quoi. Oui, c'est sûr que ça fait du bien de gagner, surtout de remettre un dossard. C'est important parce qu'il y a eu une année assez compliquée. Voilà, ça fait plaisir. Puis reprendre un peu les mécanismes de course, de transition, de se remettre un peu dedans. Donc, non, puis à la fin, une médaille. Donc, forcément, c'est toujours intéressant. Alors, c'était la première manche de la Coupe du Monde. Il y en aura une deuxième ce samedi à Leeds, où là, il y aura les meilleurs mondiales. Vous allez vous confronter vraiment à vos concurrentes au classement mondial. Mais pour revenir sur Yokohama, vous terminez quand même 2 minutes 45 devant l'Ukrainienne Kolpakshi, qui du coup passé 5e au classement mondial. Vous êtes passé 4e et vous avez été en tête de bout en bout. Mais malgré ça, vous n'étiez pas totalement satisfaite. Alors, c'est pas que je suis jamais satisfaite quand on est assez... dans l'entraînement, je suis assez, professionnelle, et c'est vrai que j'aime bien aller jusqu'au bout. Et en fait, en natation, ça m'a énervée dès le début d'être un peu en affront avec cette fameuse Mamie Tani, donc qui est une PTS 4, une catégorie en dessous, mais qui partait en même temps que moi. Et en fait, ça a été frustrant dès le début, donc c'était énervant, donc j'ai un peu perdu d'énergie. Et puis, et en fait, je savais que Kolpakshi, c'était celle que je craignais, et que pendant 1 an et demi, je ne sais pas comment elle s'était préparée, et je savais qu'en natation, potentiellement, j'allais beaucoup plus vite qu'elle. Il s'avère que c'était le cas. Et en fait, ce qui est drôle après, sur la partie vélo, je la croisais, et pour moi, elle me reprenait du temps, alors que pas forcément, je prenais plus de temps sur elle. Et à pied, par contre, je sais que normalement, elle court plus vite que moi. Et là, j'ai vraiment explosé mon record sur 5000 en enchaînant en fait à peu près à plus de 15 à l'heure. Donc, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Alors, on rappelle le format de la course qui sera le même pour les Jeux paralympiques. 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc, vous l'avez dit après la course de Yokohama, pensez pouvoir faire mieux sur la natation où vous avez été gêné, sur le vélo également. Par contre, très satisfaite de la course à pied où là, il y a eu une vraie progression ces derniers temps. Oui, et puis je le ressens de toute façon à l'entraînement. C'est vrai que l'année dernière, quand je faisais des séances, il y avait des paliers que j'arrivais pas à poser. Et là, à l'entraînement, depuis, on va dire 6 mois, je vois que l'entraînement paye. Alors, ça a été en fait d'un coup, je sais pas pourquoi. Alors peut-être que j'ai eu un cap psychologique, je ne sais pas, mental peut-être. Et j'ai gagné 15 secondes sur 1000, ce qui est énorme quand tous les jours on essaye ne serait-ce que de grappiller déjà 3-4 secondes, quoi. Alors je disais préparation pour Tokyo, même si pour l'instant il n'y a pas de sélection officielle, vous n'êtes pas sélectionné. La sélection devrait tomber fin juin. Comment vous expliquez ça, que vous ne soyez toujours pas sélectionné officiellement pour Tokyo? On va dire qu'aujourd'hui en France il n'y a pas vraiment de concurrence. En fait, on attend que l'ITU en fait valide les 10 dossards déjà. Donc ça c'est déjà assez compliqué pour eux. Donc normalement c'est le classement mondial qui fait effet. D'autre part, en fait, ça va être la fédération qui va valider ou non notre participation au jeu. Et ensuite, il y a une validation par le CPSF, donc le comité paralympique. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un engrenage qui se fait pour qu'ensuite on ait la réponse finale. Bon, on va être assez confiant quand même pour votre présence à Tokyo, donc le dimanche 29 août, dans 90 jours exactement, votre épreuve de paratriathlon. Et avant cela, dès ce week-end, samedi, rendez-vous à Leeds avec donc... on l'a dit, les meilleurs qui devraient être présentes. Les Britanniques Claire Cashmore, Lauren Steinman, l'Américaine Grace Norman sera là également. Donc ça, c'est les 3 premiers au classement. Vous êtes 4e. Ça va se passer comment? On est sur pas de la répétition, mais on va se jauger forcément à quelques jours des Jeux, sachant que vous ne vous êtes pas affrontés depuis longtemps également. Donc vous ne savez pas également
où sont vos concurrentes? Là, je pars un peu dans l'inconnu. Je sais qu'elles se sont entraînées via les réseaux. Forcément, je jette toujours un coup d'œil. Après, une course, c'est toujours assez aléatoire. Ça peut très bien se passer. Autant ça ne peut mal se passer. Après, ça va être... on va dire, permettre de se jauger un petit peu, de savoir où j'en suis. Si vraiment, effectivement, à pied, elles n'ont pas progressé, je vais pouvoir peut-être grappiller du temps avec ça. Par contre, en natation, il va falloir que moi, je joue stratégique et que je me mette derrière leurs pieds. Donc, j'ai hâte d'y être. Après, le fait que je sois outsider, c'est un rôle qui me va très bien. À Rio, je l'étais. Parce que je me dis, pour moi, j'ai pas trop de pression pour le moment, donc ça me va. Alors, outsider, peut-être quand même un peu moins qu'à Rio. À Rio, il n'y avait pas d'objectif de médaille. Depuis, voilà, vous avez eu cette médaille. D'autres places également sur des compétitions internationales. On vous attend peut-être un petit peu plus. Je pense que les concurrentes, oui, me craignent peut-être un peu plus, mais je pense qu'elles sont peut-être confiantes pour le moment. Après, je cacherai mon jeu jusqu'à Tokyo, donc on verra. Alors, on reparle de paratriathlon et de ces Jeux de Tokyo dans quelques instants, mais on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité sportive avec des infos voiles tout d'abord, puisqu'on l'a appris, il y aura de nouveau un bateau PRB sur le Vendée Globe 2024 et ce sera un bateau neuf avec Kevin Escoffier à la barre. Jean-Jacques Laurent, le président de l'entreprise vendéenne, a précisé qu'il y aurait un copartenaire sur ce bateau. La fabrication de ce bateau neuf est lancée et sa mise à l'eau est prévue pour la fin mars 2022. Et puis on a appris également aujourd'hui que Maxime Sorel, 10e de la dernière édition du Vendée Globe, aura lui aussi un bateau neuf, un sister ship d'Apivia, le bateau de Charlie Dalin, avec les sponsors VNB et le département de la Mayenne, auquel s'ajoute la chocolaterie Montbana, qui est un mot d'athlétisme avec la grosse performance de Louise Maraval, l'athlète de l'Entente-Sèvres, spécialiste de l'heptathlon et qui est espoir première année, participait au défiathlon à Montpellier ce week-end en réalisant 5 726 points. Elle a explosé son précédent record qui était de 5 352. Elle efface également le record de ligue qui tenait depuis 32 ans dans la catégorie espoir. En basket, on est en plein dans la période des transferts, des recrues et du côté de Chaland, après Kevin, il y aura un deuxième Bichard au Vendée Chaland Basket. Ce sera Jérémy Bichard, le petit frère de Kevin, qui s'est engagé avec le VCB. Il a joué cette saison à Gris-Oberhofen en Pro B avant de partir à Tours en National 1 en cours de saison. Tours avec qui il a obtenu la montée en Pro B. Et puis recrue également du côté des Sables d'Olonne, 5e recrue. Il s'agit de Lucas Place qui joue au poste de meneur, âgé de 23 ans. Il évoluait cette saison à Mulhouse en National 1. Et puis toujours en basket, l'équipe de France féminine de 3-3 a décroché son billet pour les Jeux de Tokyo ce week-end lors du tournoi de qualification olympique à Grasse en Autriche. Une équipe de France où l'on trouve Soana Lucet qui a porté ces 3 dernières saisons le maillot de La Roche-sur-Yon et qui quitte le club. À noter que l'équipe de France masculine où l'on trouve l'ancien chalandais Dominique Gentil n'a pas réussi à obtenir son billet pour les Jeux. En cyclisme, coup dur pour Mathieu Burgodeau. Le coureur du team Total et Direct Energy a été victime d'une chute samedi sur les boucles de la Mayenne. Résultat, fracture de l'omoplate et une indisponibilité estimée à au moins 4 semaines. Il ne pourra donc pas participer au championnat de France ni au Tour de France. Cyclisme toujours avec les compétitions qui reprennent en Vendée, notamment pour les jeunes. Il y avait une compétition sur piste il y a une dizaine de jours. Les coureurs ont retrouvé la route ce dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez pour les passes cyclisme et les juniors, mais aussi aux Essarts pour les minimes et les cadets avec le Grand Prix d'Essarts en bocage, 2 contre-la-montre le matin et 2 courses en circuit l'après-midi. Des épreuves qui sont organisées avec certaines contraintes sanitaires, limitation de 50 coureurs par peloton et pas de public sur les sites de départ et d'arrivée, des contraintes qui vont s'alléger à partir du 9 juin. Il y avait beaucoup de bonheur, en tout cas, pour les organisateurs et les coureurs qui ont pu de nouveau accrocher un dossard. On va écouter le président du comité de Vendée de cyclisme, Michel Albert. Les coureurs attendaient avec impatience cette reprise. On a aujourd'hui les Essarts avec les minimes cadets et on a également sur la Fradinière à Saint-Hilaire-de-Riez les passes cyclistes ce matin et 2-3 juniors cet après-midi. Un grand merci à tous les organisateurs parce que c'est pas facile. Ils ont passé beaucoup de temps pour pouvoir organiser et mettre tout en place au niveau des respects sanitaires. Et donc oui, c'est un grand plaisir de revoir les coureurs. Il va y avoir de plus en plus de courses. On va redémarrer en essayant d'avoir une course minime cadet au moins tous les dimanches, une par week-end, et puis des courses de 3 juniors.
et que ça redémarre normalement. On va essayer de remettre en place des championnats également, ils ont été annulés suite à la crise et donc qui étaient prévus avant fin mai. Et donc on va essayer de repositionner le championnat justement des minimes cadets sur fin juin et des D3 juniors certainement en juillet, donc pour essayer de refaire une fin de saison qui soit une belle fin de saison. Avec quelques images de hockey sur glace maintenant avec le Ogli, le club de La Roche-sur-Yon qui organisait ce samedi une initiation au para-hockey à la patinoire Arago, discipline qui se pratique, vous le voyez, sur des luges et avec deux crosses, des crosses qui servent pour utiliser le palais bien sûr, mais aussi pour se déplacer. Le club du Ogli souhaite créer une section para-hockey sur glace. La fédération française souhaite également développer cette pratique et les ligues mettent à disposition des clubs le matériel nécessaire. À noter qu'il s'agit d'une discipline mixte où peuvent se mélanger les personnes handicapées et valides, hommes ou femmes. On va écouter le président du hockey glacionnais, David Ribanelli, ainsi que Lynn Morinière, chargée de développement du para-hockey à la Fédération de hockey sur glace. L'objectif, oui, c'est de montrer que la glace est aussi accessible à des personnes avec des handicaps par des équipements bien spécifiques. Et donc l'objectif, ça serait de créer à moyen terme une section para-hockey. Après, il n'y a pas un nombre minimum, c'est déjà de voir si les personnes qui sont là, ils y trouvent leur intérêt. Si l'objectif, voilà, ils sont une dizaine, nous à partir de toute façon une dizaine de personnes, même un peu moins, on peut démarrer. L'objectif, c'est pas de faire de la compétition, mais c'est de pouvoir proposer une autre activité à des personnes qui n'ont peut-être pas pensé qu'ils pouvaient avoir accès à la glace. C'est une discipline paralympique. Et donc, nous, l'objectif de la fédération, c'est de présenter une équipe de France pour les Jeux Olympiques de Milan 2026. Les ligues investissent, dans la majorité, investissent dans le matériel. Donc, on met ça à disposition. On va accompagner les clubs également pour la création des sections. La fédération propose la formation des entraîneurs. Voilà. Et aujourd'hui, investit dans une équipe de France. Allez, on reparle de paratriathlon avec Gladys Lemoussu, donc vainqueur de la première manche de la Coupe du Monde à Yokohama le 15 mai. Prochain rendez-vous donc à Leeds ce week-end. Les Jeux paralympiques de Tokyo dimanche 29 août. Entre ce samedi à Leeds et les Jeux, il y aura d'autres épreuves, d'autres compétitions. Mais vous n'y serez pas. Vous avez fait le choix de rester de votre côté pour préparer ces Jeux. Oui, avec mon entraîneur, c'est un peu un choix un peu stratégique et le fait que je sois déjà bien classée au niveau mondial, ça me permet de aussi me relâcher et de ne pas me stresser sur d'autres compétitions. Il y a notamment Besançon et la Corogne, donc c'est les deux dernières courses qui se feront. Moi, je vais faire plutôt des courses un peu plus locales dans le coin. Notamment au triathlon de Saint-Jean, je serai présente. Votre club, bien sûr. Voilà, mon club. Et ensuite, ma prépa finale sera essentiellement sur Vichy avec mon entraîneur. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même des stages au programme. Oui, en fait, il y a un stage équipe de France prépa finale donc en août. Et moi, tout le mois de juillet, par contre, je serai sur Vichy dans le sens où déjà en Vendée, c'est un peu moins praticable en termes de vélo. Et puis d'avoir mon entraîneur H24, on va dire ça comme ça, du coup, ça va booster. Alors, on sait ces Jeux auraient dû se dérouler, bien sûr, en 2020. Comment vous avez géré cette situation, ce report? On sait que les préparations à haut niveau sont assez millimétrées, sont très organisées. Est-ce que ça a été une complication ou est-ce que au final, c'était un mal pour un bien, que ça vous a permis de encore mieux vous préparer pour ce rendez-vous paralympique? Alors, je suis passée par différents états. En fait, moi, j'ai eu le Covid en plus en mars 2020. Donc, ensuite, pendant ce temps-là, en même temps, il y a eu les Jeux qui ont été reportés. Donc, au début, c'était un peu compliqué parce de gérer en plus le fait d'être malade et tout ça, c'était assez compliqué. Et puis, quand j'ai pu reprendre l'entraînement, avec du recul, je me suis dit... Finalement, Gladys, cette année, elle est pour toi, en fait. Continue à t'entraîner. Et puis, 1 an, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Donc, aujourd'hui, en fait, avec du recul, je me dis, c'est 1 an où ça va me permettre de m'entraîner davantage et d'être encore plus forte. Et aujourd'hui, vous le sentez, vous êtes plus forte qu'il y a 1 an?
Oui, carrément. En fait, quand j'expliquais tout à l'heure les progrès en course à pied, même ne serait-ce qu'en vélo, natation, en fait, j'ai vraiment passé un cap dans chaque discipline. Et je pense aujourd'hui que je suis plus forte qu'effectivement il y a un an. Alors, au-delà de l'évolution physique, sportive depuis 2016, depuis Rio, qu'est-ce qui a évolué pour vous, peut-être en termes d'image, de notoriété, de ce que vous représentez, peut-être des sollicitations? Alors, plus les Jeux de Tokyo arrivent, plus en fait on me sollicite sur pas mal de choses, notamment la promotion des Jeux paralympiques. Il y a un petit clip. Localement aussi, on me demande si je peux pas être présente. Ça, c'est aussi de l'énergie parce que parfois il faut monter sur Paris ou voilà, à côté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer au début. Après Rio, c'était quelque chose qui était assez nouveau et j'étais pas forcément à l'aise dans ce rôle-là. Aujourd'hui, voilà, je prends les choses comme elles viennent. J'essaie d'être disponible au maximum pour mes partenaires aussi qui me soutiennent parce que effectivement aussi après Rio, les partenaires sont un peu plus venus me voir et ça fait plaisir parce que du coup on se sent soutenu même localement ou par les personnes. Voilà, quand je poste des choses sur mes réseaux, j'ai toujours un petit mot d'encouragement et j'essaye d'y répondre aussi au maximum. Alors, on vient de voir les images justement d'un spot de France Télévisions pour les Jeux paralympiques. Est-ce que justement vous sentez que vous avez ce rôle-là d'ambassadrice du handisport, ou est-ce que vous avez envie de le porter ou pas du tout? Comment vous vivez ça? Je me considère plus comme, on va dire, j'ai envie que le handicap soit plus tabou en fait. Voilà, mon handicap il est visuel. Les enfants, forcément, ont toujours un regard assez indiscret, mais quand ils viennent vers moi, je leur explique pourquoi et naturellement, en fait, ils comprennent. Voilà, des fois aussi, quand j'ai le temps, je vais auprès des jeunes de mon club et j'ai eu un enfant qui comprenait vraiment pas. Il dit « Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu as? Je comprends pas. » Donc, je lui ai expliqué avec des mots simples en disant que je suis sortie du ventre de ma maman, que j'étais comme ça, que ça n'a pas poussé. Et il m'a dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Je dis « Mais pourquoi toi, t'as les yeux marrons? Lui, il a les yeux verts. On est tous différents. » Je fais « C'est juste une différence. » Bon, je pense qu'il n'a pas tout compris, mais au moins l'essentiel est là et le message est passé. On parle beaucoup du handisport au moment des Jeux. C'est vrai que les Jeux paralympiques ont de plus en plus de succès, ce qui est une très bonne chose. Il y a peut-être un problème sur les 4 ans entre chaque Olympiade, où ça disparaît un petit peu, ça a moins de visibilité, on va dire. Comment vous voyez-vous l'évolution ? Moi, je trouve que depuis déjà Rio, il y a une évolution assez importante sur le handisport, le handicap. On en voit un peu plus à la télé du handisport, voilà, des matchs de rugby fauteuil. Enfin, on en parle un peu plus. Après, il faut encore que ça évolue. Je ne sais pas ce qu'ils envisagent au niveau de Tokyo. En plus, on n'a pas de spectateurs. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on ait tout le visuel en fait, de la course. Après, je ne sais pas comment que ça se fera, mais il y a vraiment une évolution sur ça. Déjà, c'est déjà bien. On va essayer de continuer. Et je pense que le rôle aussi, mon rôle est de le faire aussi. Alors rendez-vous à Leeds tout d'abord samedi pour donc, cette deuxième manche de Coupe du Monde et on rappelle 29 août la compétition paralympique en espérant que vous soyez sélectionnés. Il y aurait comme ça 2 licenciés du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon à Tokyo puisque Léo Bergère qui est également licencié à Saint-Jean-de-Mont va participer à ces Jeux. Merci beaucoup Gladys. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour parler cyclisme dans 85 chrono.